Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors pour ceux qui nous rejoindraient peut-être pour la première fois sur ce format des matinales RSM, on vous propose des webinaires le vendredi matin qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises en lien avec les différents et larges domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier ou RH. Et aujourd'hui, on se retrouve, finalement à la croisée des chemins de nos expertises, IT, data, RH et risques pour parler transformation et notamment intelligence artificielle, un levier de transformation aussi pour, les TPE-PME. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots, très rapidement sur le réseau RSM. Donc nous sommes, un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et puis RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Pour ce qui est de vos interlocuteurs aujourd'hui sur le sujet, alors nous sommes nombreux. On vous propose un bel exemple de la pluridisciplinarité de RSM autour du sujet de l'intelligence artificielle. Donc autour de la table ou plutôt autour de vos écrans, nous avons, Mohamed Traoré qui est expert des sujets d'innovation et de transformation. Nous avons Georges de Montgolfier, spécialiste de l'aspect data. Noémie Ramarosatovo qui intervient, en conseil sur les solutions intelligence artificielle et leurs risques, inhérents. Et moi-même Aurélia Bénas avec une intervention plutôt sur les thématiques RH management et organisation. Donc nous intervenons tous les 4 sur des sujets de transformation des entreprises de manière, complémentaire, vous l'aurez compris. Notre, matinale, elle va suivre le plan suivant, une première partie introductive sur l'intelligence artificielle et surtout sur ce qu'en pensent les entreprises. On va ensuite avoir une partie plus volumineuse sur les piliers stratégiques de la transformation IA et notamment quels piliers stratégiques, sont accessibles pour les TPE-PME. Et on conclura sur une partie, l'IA au service des collaborateurs et de l'innovation. Alors 45 minutes, c'est très court, on est nombreux, on a beaucoup de choses à vous dire, donc on essaiera d'être concis. Je n'en dis pas plus en tout cas pour le moment et je laisse Mohamed débuter avec la première partie. Bonjour à tous et merci d'être connectés en ligne. Donc, il s'est posé la question effectivement de l'intelligence artificielle, qui est un sujet de grand intérêt. Donc, dès janvier de cette année 2024, RSM a choisi de mettre en place un observatoire de l'IA, justement pour écouter en fait les acteurs de marché, pour voir les différentes tendances et puis pouvoir orienter, guider nos clients et en lien avec nos partenaires. Alors, je vais donc commencer par effectivement vous présenter une restitution de cet observatoire, donc qui s'est étalé sur toute l'année 2024. Alors, dans un premier temps, sur 2 enquêtes que nous avons menées auprès de dirigeants de TPE, de PME, et aussi de grands groupes et d'entreprises technologiques, nous avons donc décelé au début de l'année 2024 une certaine frilosité, puisque 76% en fait des acteurs, des dirigeants ne pensaient pas ou ne pensaient pas utiliser l'IA générative. Et là, on était en janvier-février 2024, donc en début de l'année. Et puis, on voit une nette différence en octobre, puisqu'il y a 50% qui l'utilisent et il y a même 63% qui pensent à l'intégrer dans leur stratégie. On voit donc une nette progression dans l'appropriation, ou en tout cas dans l'intérêt par rapport au sujet et dans l'appropriation. Au-delà de ces aspects quantitatifs, peut-être un point sur que nous disent les acteurs du marché sur quelques lignes un peu stratégiques. Nous avons posé trois questions. Donc, la première, c'est quelle est l'ampleur en fait de cette évolution? Est-ce qu'il s'agit d'une transformation, d'une révolution ou autre? Et quelle est la conviction en fait et l'impact sur les entreprises? Et puis le troisième élément, c'est que disent vos clients, votre écosystème plus largement sur l'IA générative? Voilà, autour de ces trois grandes questions,
il ressort que tout le monde est quand même, il y a un consensus sur le fait de dire qu'il s'agit d'une transformation. On ne pense pas que ce soit une révolution, c'est une transformation, mais avec un point essentiel, c'est que la vitesse ici est un grand V avec donc une très grande vitesse, une grande évolution. Et donc une crainte en tout cas d'intérêt à comment pouvoir justement suivre cette vitesse. Il y a aussi des craintes, très clairement, craintes des clients, des écosystèmes, lorsque nous interrogeons par exemple les entreprises technologiques qui nous disent effectivement que les clients ont encore des craintes parce que c'est un secteur réglementé, on verra un peu plus tard, parce qu'il y a des aspects de conformité, de sécurité qu'il faut assurer. Et puis, il y a une certaine incompréhension et même une méconnaissance peut-être de ce que peut faire l'IA, de ce qu'on peut en attendre et de ce qu'on ne peut pas en attendre. Il y a encore ici un flou. Et troisième élément, eh ben, c'est que c'est si cela présente donc un intérêt et qu'on se l'approprie, demeure la question quand même de comment y aller, par quel bout le prendre, parce qu'on a bien conscience qu'il s'agit d'une transformation. Et donc, quels sont les piliers ou quels sont les leviers sur lesquels vont jouer pour pouvoir mener à bien cette transformation. D'où d'ailleurs l'idée de ce webinaire que nous proposons de façon à ce que vous puissiez avoir des éléments pour que 2025 soit une année de progrès par rapport à votre entreprise, par rapport à votre organisation. Je vais passer la main à Aurélia. Merci Mohamed. Alors effectivement, on a vu ce qu'en pensaient les entreprises qu'on a pu interviewer, rencontrer, mais vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous et où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cette transformation? Alors on voulait vous lancer un rapide sondage que vous devez pouvoir voir ouvert maintenant juste en dessous de votre onglet chat. Et on voulait vous demander, voilà, quel est votre positionnement vis-à-vis de cette révolution IA? Est-ce que vous êtes plutôt confiant et actif sur le sujet? Vous avez déjà mis en place des actions? Est-ce que vous êtes confiant, mais sans pour autant avoir débuté d'action aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez plutôt craintif avec quand même le souhait de vous lancer, mais vous n'avez encore pas forcément lancé de démarche? Ou est-ce que 4, vous êtes plutôt réticent face à cette transformation qui peut vous effrayer? Alors on vous laisse répondre. Peut-être en attendant, je poursuis sur notre conviction en vous laissant répondre au sondage et pour pas prendre trop de temps sur le timing. Nous, RSM, en fait, nous avons, une conviction vis-à-vis de cette technologie de rupture quelque part, c'est que cette transformation, elle nécessitera que des réponses contextualisées, adaptées et sur mesure en fonction, de vos besoins, de vos secteurs, métiers et organisations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin ce matin, on va vous donner des conseils, mais qu'il va convenir d'adapter et de contextualiser à vos environnements et à vos structures. En tout cas, une chose est sûre et on y reviendra, de façon plus appuyée, l'accompagnement de cette transformation, elle doit être centrée sur l'humain et c'est vraiment notre conviction forte. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de vous dire ce matin. Alors, au niveau du sondage, je vois que les auditeurs sont un petit peu partagés entre, ils sont confiants sans avoir débuté d'action, c'est peut-être ce qu'ils viennent chercher ce matin, et puis, confiants et actifs sur le sujet. Donc on laisse le sondage ouvert pour ceux qui souhaiteraient répondre et en parallèle, je laisse la main à Georges pour entamer la deuxième partie. Merci. Euh, alors, ce que montrait tout à l'heure Mohamed et ce qu'il a réexpliqué dans les retours qu'on a eus, c'est qu'en fait, les gens n'avaient pas obligatoirement une vision claire des différentes typologies d'IA existantes aujourd'hui. Donc, on va faire un petit point très rapide, introductif là-dessus. On peut dire qu'il y a l'IA générative que vous connaissez bien, qui fait la révolution aujourd'hui avec l'avènement de ChatGPT. Qui est une analyse contextuelle qui va récupérer du texte, l'analyser, vous faire des retours, etc. À contrario ce qu'on appelle une IA traditionnelle, ou qui va s'appuyer plus sur des données structurées, on reviendra sur le terme tout à l'heure, comme un plan de compte, des gestions de stock, enfin des fichiers de stock, de vente, de maintenance, etc., où on va s'appuyer sur des données du passé pour pouvoir prédire l'avenir.
Voilà, donc ça, c'était un petit rappel rapide, très rapide des deux typologies d'IA. C'est important pour bien comprendre la révolution d'aujourd'hui, sachant que l'IA traditionnelle existe depuis longtemps, alors que l'IA générative est assez récente malgré tout, enfin, pour le grand public. Ce qu'il faut voir, c'est que pour que vos sociétés puissent avoir une transformation de l'IA réussie, il y a plusieurs conditions. On s'attarde plus particulièrement sur 3 conditions. La première, c'est la partie de la donnée. Pourquoi ? Parce que toutes ces IA s'appuient sur de la donnée et on leur donne à manger, entre guillemets, de la donnée pour qu'ils puissent s'entraîner, que ça soit l'IA traditionnelle, que ça soit l'IA générative. Elle va s'entraîner sur des données existantes pour restituer quelque chose. Donc, l'importance de la qualité de la donnée, meilleure sera la donnée, meilleur sera le résultat. On va y revenir après. Il y a la partie risque, beaucoup de sujets, beaucoup de craintes, mais aussi de risques, de mauvaise utilisation, d'éthique, etc. Noémie vous en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais aussi des risques humains et l'importance d'impliquer l'humain dans cette transformation. Et ça sera une des conditions importantes pour que cette révolution arrive et soit réussie dans votre société. Alors, de même, je me permets rapidement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la partie IA générative, IA traditionnelle, à faire un petit rappel très rapide aussi des typologies de données, parce que c'est un point extrêmement important pour l'IA, c'est l'importance de la donnée, on va y revenir derrière. Juste, comme je disais tout à l'heure, la partie données structurées, ce sont des données comme un plan de compte, comme des stocks, des choses comme ça, qui sont structurées, c'est-à-dire qu'une référence article, c'est une référence article, une quantité, c'est une quantité, etc. C'est très intéressant, ça permet de remonter dans le passé, ça permet de faire des prédictions, très utilisées par l'IA traditionnelle, alors que la donnée non structurée, c'est un mail, un PDF, une musique, une image, etc., où là-bas, le traitement est complètement différent, puisque on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver à quel endroit. Donc, c'est vraiment 2 façons différentes, sachant que la donnée non structurée, c'est une grosse partie de la donnée existante qui est maintenant exploitée de façon automatique, alors qu'avant, c'était déjà beaucoup, beaucoup moins le cas. Alors, pourquoi la donnée ? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que il y a une explosion de la donnée. Je pense que vous avez peut-être vu ce graphe avec une augmentation de façon exponentielle de la donnée dans le monde entier. Alors pourquoi ? C'est tout simple. Déjà, si on regarde un petit peu, il y a tout ce qui est données connectées, tout ce qui est objets connectés. Je donnerai un exemple très personnel, vous m'en excuserez. Je viens de changer mes radiateurs et je reçois en continu mes données de température, mes données de consommation, etc. Tout ce qui est IoT envoie et capte de la donnée de partout et la restitue. Pareil, tout ce qui est e-business est de plus en plus importante dans nos vies, donc génère de plus en plus de données. Et une des preuves, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'en France, chaque personne a au moins 8 appareils électroniques en sa possession, que ce soit dans vos tiroirs parce que vous aviez un vieux téléphone que vous n'avez pas recyclé, ou un ordinateur, un téléphone, etc. Donc tout ça va générer une quantité extrêmement importante de données, et donc il faut pouvoir l'exploiter. Comme je disais tout à l'heure, les IA vont se nourrir de cette donnée. Donc on considère qu'il y a 4 grands piliers qui vont permettre à cette IA de pouvoir vous sortir les meilleurs résultats possibles. Premier point, c'est la qualité. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, si vous mettez des données fausses en entrée, vous aurez des données fausses en sortie, ce qui est assez évident. L'exhaustivité, très important. Alors, plutôt qu'un grand discours, je vais vous donner un exemple. Tout ce qui est reconnaissance faciale se base sur de l'intelligence artificielle, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Quand la reconnaissance faciale est sortie, ça marchait assez bien sur les hommes et les femmes blancs et pas sur les noirs. Pour quelle raison ? C'est que les données qui ont servi à entraîner ces algorithmes
étaient des photos de femmes et d'hommes blancs et pas de femmes et d'hommes noirs. Donc, il y arrive pas. L'importance de l'exhaustivité quand vous allez entraîner vos modèles est extrêmement importante. La profondeur, de la même façon, si vous faites de la maintenance prédictive, c'est-à-dire que vous allez analyser comment marchent vos machines pour pouvoir générer, pouvoir dire, attention, là, il risque d'y avoir une panne. Si vous lui donnez 1 an d'historique ou vous lui donnez 10 ans d'historique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il aura beaucoup plus de facilité à les anticiper, à identifier les cas rares, etc. Et la fraîcheur, pour terminer, c'est un point qui est extrêmement important pour l'IA générative. Si on parle, par exemple, de ChatGPT, la version gratuite, elle vous restituait des données qu'elle avait étudiées sur des bases de données qui avaient plus de 2 ans. Donc, si vous cherchez une information récente, évidemment, vous ne l'aviez pas. C'est un vrai sujet, la fraîcheur de la donnée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence un petit peu à inquiéter. On voit des articles qui sortent aujourd'hui sur justement le fait que l'IA générative arrive, que l'IA dans les recherches sur Internet arrive. Enfin, les articles expliquent qu'on va avoir une baisse des blogs, une baisse du trafic Internet, donc une baisse de contenu sur Internet. Donc, ce point-là risque d'être important, enfin, est important, mais risque d'être gênant pour la suite. Donc, je laisse la main à Noémie qui va vous parler plus particulièrement des risques. Je vais vous parler plus particulièrement des risques et je vais commencer par les risques qui sont liés aux données. Donc, comme Georges l'a très justement expliqué, les données sont hyper importantes quand on parle d'IA et d'IA générative parce que derrière, ce sont les données qui vont déterminer la qualité de la réponse que vous obtenez. Derrière, si la donnée, comme Georges l'a expliqué, est de mauvaise qualité, votre réponse, vous ne pourrez pas véritablement compter dessus, elle ne sera pas fiable. Par ailleurs, Georges a évoqué l'exhaustivité de la donnée et derrière, ce qui se cache, c'est faire attention à ne pas avoir de biais algorithmique dans les données d'entraînement de l'IA. Qu'est-ce qu'un biais algorithmique? Tout simplement, il y a quelques années, Amazon avait mis en place un système de recrutement en interne pour choisir la nouvelle promotion de manager. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette nouvelle promotion, à chaque fois qu'ils demandaient un profil, ils proposaient un profil masculin. Après, ils ont gardé le pourquoi, sachant qu'il y avait quand même des femmes qui étaient au même niveau que les hommes. Ils ont demandé pourquoi, ils ont analysé les données d'entraînement et dans l'histoire, il n'y avait que des hommes blancs qui avaient été promus managers. Donc, l'IA reproduisait ce biais en ne proposant que des hommes blancs. Donc, c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant parce que sinon, derrière, la réponse, elle va être complètement biaisée et plus du tout en accord avec les valeurs de l'entreprise, ce qui peut causer un vrai risque de réputation derrière. Ensuite, gros point sur lequel j'insiste, c'est la sécurité des données de l'entreprise. Faut vraiment se poser la question de qui a la main sur les données, qui peut y avoir accès. Par exemple, Samsung, en 2023, il y a eu une fuite parce que des employés avaient mis des comptes rendus de réunion sur ChatGPT et derrière, c'est toute la nouvelle ligne de produits qui avait été leakée dans les réponses des autres. Donc, faire attention à la sécurité de données pour faire attention à la réputation de l'entreprise. Et pour ça, ce qui est très simple, ce qu'il faut faire maintenant, c'est être en conformité avec la réglementation. Donc, la réglementation en vigueur dans l'Union européenne, c'est dorénavant l'IA Act. L'IA Act qui a été adoptée en mars 2024 par le Parlement européen et qui va concerner toutes les entreprises qui distribuent, qui fournissent et qui déploient des systèmes d'IA. L'idée derrière, c'est protéger les citoyens de l'Union européenne en forçant les entreprises à documenter et à justifier l'utilisation des données et des algorithmes d'intelligence artificielle. Un autre point important, ça va être l'instauration de principes éthiques pour permettre aux entreprises et aux collaborateurs d'utiliser l'IA de manière responsable, sûre et sécurisée. C'est un point qui est appuyé par le Pacte numérique mondial, qui lui a été adopté en septembre par l'ONU, où l'idée, c'est de définir des principes qui soient partagés pour assurer un avenir numérique qui soit libre et sécurisé pour tous. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur l'éthique dans la réglementation et dans les guides de bonne pratique? C'est parce que derrière, il ne faut pas oublier que les utilisateurs de l'IA, ça va être les collaborateurs de vos organisations. Ce sont des êtres humains et derrière, en étant confrontés à l'IA, ils sont confrontés et bombardés par une surcharge d'informations. Et derrière, il va falloir apprendre aux collaborateurs à trier, à hiérarchiser ces informations et surtout à garder cet esprit critique par rapport aux réponses qui peuvent être données par l'IA. L'idée, c'est absolument pas de ne plus réfléchir par soi-même et de se reposer uniquement sur la technologie.
Le but, c'est de continuer à communiquer et à collaborer au sein des équipes, parce que derrière, l'IA, elle est super forte, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'elle peut avoir la même réponse qu'un manager qui a 20 ans d'expérience dans le domaine? Honnêtement, moi, j'ai testé, pas forcément. Voilà. Donc, c'est hyper important d'accompagner les collaborateurs, et c'est vraiment un des enjeux majeurs des organisations aujourd'hui, d'accompagner l'humain dans cette transformation numérique. Pourquoi je dis que c'est le facteur humain qui est déterminant dans une organisation? C'est parce que derrière, chaque organisation va reposer sur sa force de travail. On peut aussi également remarquer qu'aujourd'hui, la jeune génération, elle est beaucoup plus portée sur l'éthique, sur des valeurs et sur des principes. Et donc derrière, si elle se rend compte qu'une entreprise ne fait pas véritablement attention à son utilisation de cette nouvelle technologie, ça peut derrière créer une certaine baisse de motivation, voire un manque d'attractivité pour ces entreprises. Donc derrière, il y a ce risque réputationnel où si l'entreprise utilise l'IA d'une manière peu éthique, il y aura un manque d'attractivité pour les nouveaux talents. Mais derrière, il ne faut pas oublier que si l'entreprise n'utilise pas du tout l'IA, derrière, elle peut aussi perdre en réputation par rapport à ses concurrents qui, eux, peuvent utiliser ces technologies. Donc derrière, bien sûr, si l'entreprise attire moins les talents, peut y avoir une répercussion sur la clientèle et sur les parts de marché de l'entreprise, et donc derrière entraîner un certain risque financier et une perte de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand on parle d'utilisation de l'IA. Derrière, ne pas oublier que ce sont les humains qui l'utilisent et ce sont eux qu'il faut vraiment accompagner dans cette nouvelle démarche. Je vais vous laisser avec Aurélia qui va vous présenter comment impliquer l'humain dans cette transformation numérique. Merci beaucoup Noémie, et effectivement on passe donc au troisième et dernier grand levier d'une transformation intelligence artificielle réussie selon nous, qui est le levier humain, le fait d'impliquer l'humain, vos équipes dans cette transformation. C'est une véritable condition sine qua non, comme je vous le disais en introduction, à l'implémentation de l'IA dans vos structures. Et c'est un peu ce qu'on vous dit ce matin, c'est que c'est même une condition sine qua non à la bonne application des deux leviers précédents. Donc on va vous décrire les grandes étapes clés qui vont vous permettre d'impliquer vos collaborateurs et de créer un véritable projet commun autour de l'intelligence artificielle. Donc finalement, les grandes étapes qui permettent la conduite du changement. En commençant par la première des choses qui va être de procéder à un état des lieux, de savoir où en est votre organisation, dans quel état d'esprit se trouvent vos collaborateurs vis-à-vis de ce sujet. Il va falloir identifier les besoins, les appétences, mais aussi les craintes de vos équipes. Donc en somme, écoutez vos collaborateurs pour vous permettre d'adapter votre approche et de créer un climat de confiance. Pour cet état des lieux, vous allez pouvoir créer des enquêtes ou des sondages internes afin d'identifier les attentes, les besoins spécifiques des collaborateurs et les freins. Vous allez aussi pouvoir questionner de façon un petit peu plus large les métiers et leurs besoins vis-à-vis des évolutions éventuelles. Vous allez pouvoir évaluer les modifications des rôles de chacun dans l'organisation et puis, in fine, mesurer, évaluer l'impact sur la qualité de vie au travail et sur l'organisation. Pour cet état des lieux, vous pouvez aussi créer des groupes de discussion, des groupes d'expression qui peuvent être intéressants aussi. L'échange de manière plus ouverte, c'est un excellent moyen pour les collaborateurs d'exprimer leurs doutes, leurs interrogations. Et donc, c'est un très bon moyen pour vous de recueillir tous ces éléments. En somme, cette étape, c'est vraiment le fait de sonder, de prendre la température des équipes sur le sujet de l'intelligence artificielle. En lien avec cet état des lieux, on vous livre ici un outil qui va vous permettre justement d'évaluer l'état d'esprit et l'engagement de vos équipes vis-à-vis d'un changement. Il s'agit de l'analyse sociodynamique. C'est une grille de lecture, une grille d'analyse à utiliser à l'issue de votre enquête qui va vous aider à déterminer qui de vos collaborateurs sont plutôt vos alliés dans cette transformation, ce qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire les personnes qui sont en faveur du projet, qui ont une forte synergie avec le changement, avec l'intelligence artificielle. Donc là, les actions à mener vis-à-vis de cette catégorie de collaborateurs, ça va être de s'assurer de maintenir leur engagement. Donc pour ça, il va falloir les impliquer davantage, peut-être même leur donner des responsabilités vis-à-vis de ce projet, de reconnaître aussi publiquement leur soutien. Voilà, essayer d'accentuer le fait qu'ils sont déjà à vos côtés dans ce changement. Ensuite, il va y avoir les collaborateurs qu'on appelle hésitants, donc qui ont du mal à se positionner, ils sont un petit peu perdus.
Donc là, il va être très important de se focaliser sur cette catégorie de collaborateurs, sur les hésitants, parce que bah, c'est autant d'alliés potentiels que vous pouvez rallier un petit peu à votre cause. Donc ici, l'outil principal vis-à-vis des hésitants, ça va être la communication, l'écoute. C'est normal, on hésite souvent face à une perspective nouvelle parce que l'intention n'est pas toujours clairement perçue, parce que le changement, c'est source de craintes liées à des impacts qui en plus sont importants, hein, on le disait tout au long de la présentation. Donc il va être important d'écouter, d'impliquer les hésitants pour leur donner une véritable place et une véritable voix dans le projet de transformation. Et enfin, on va avoir la catégorie de collaborateurs qu'on appelle les opposants. Donc, c'est les collaborateurs qui vont être ouvertement, voire parfois activement contre le projet, contre le changement. Donc là, l'idée, c'est le plus possible de comprendre leur motivation, pourquoi est-ce qu'ils sont opposés au projet, de les engager dans un dialogue ouvert pour comprendre leur point de vue et puis d'essayer le plus possible de les impliquer dans la prise de décision. C'est pas toujours évident, il faut parfois même aller jusqu'à leur offrir des incitations positives pour obtenir leur coopération. On vous a mis à titre indicatif les proportions les plus courantes de chaque catégorie dans les équipes, donc 10% d'alliés, 80% d'hésitants et 10% d'opposants. C'est souvent surprenant parce que les opposants dans un changement, on a l'impression qu'ils sont très nombreux. C'est qu'en réalité, ils font beaucoup de bruit, ils ne sont pas si nombreux que ça. En tout cas, le message ici, c'est vraiment d'agir sur les hésitants qui, vous le voyez, représentent la plus grosse partie de vos équipes. En étape 2, on va retrouver l'acculturation et la formation des équipes, donc le fait d'accompagner la compréhension de l'IA. Et donc, ça passe par 2 niveaux. Un premier niveau d'acculturation, où on va poser les bases, on va essayer de lever les premières craintes. L'idée ici, c'est vraiment d'expliquer le concept, de présenter les enjeux. Donc, pour ça, vous pouvez organiser des webinaires ou des sessions introductives qui permettent de dégrossir un peu le sujet. Vous allez pouvoir partager des exemples positifs, de déconstruire un petit peu les premières idées reçues qui pourraient arriver et d'apporter un premier éclairage pardon, sur l'intelligence artificielle. Et puis le deuxième niveau, c'est vraiment le fait de former les équipes. Donc on est un cran au-dessus. Vous allez développer les compétences adaptées et vous allez cette fois-ci organiser plutôt des ateliers de formation plus techniques pour former et organiser la montée en compétences. Et ça, il va falloir le faire sur 2 sous-niveaux, en tout cas sur deux tableaux. Organiser la montée en compétences sur l'intelligence artificielle de manière, enfin voilà, à proprement parler, sur comment j'appréhende et comment j'utilise ce nouvel outil qu'on met entre mes mains et puis former aussi sur l'évolution des compétences et des métiers en lien avec l'arrivée de l'IA. Il y a le fait d'utiliser l'outil, mais il y a aussi le fait de comment est-ce que demain j'applique mes tâches et mon métier en utilisant ce nouvel outil. Et puis penser à rendre, des ressources accessibles, pour l'auto-formation de tous et que chacun des collaborateurs puisse se former au rythme qui lui est propre. Une fois que les équipes sont formées, on vous préconise une étape de co-construction. Et donc c'est là que le terme impliquer les équipes, dans la transformation prend tout son sens. C'est de faire des collaborateurs des acteurs du changement et non pas des spectateurs qui vont subir un petit peu la transformation et le changement. Donc là, par des ateliers collaboratifs, les équipes vont pouvoir travailler ensemble pour imaginer comment, de manière très opérationnelle, l'IA peut s'intégrer dans le quotidien. Donc ces ateliers de travail, ils vont permettre de définir de manière collective et partagée les règles communes qu'on souhaite appliquer. Noémie vous l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des risques inconsidérables qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc il faut pouvoir les parer ensemble. Et ça passe par le fait d'établir des bonnes pratiques d'utilisation de l'intelligence artificielle, d'établir des chartes internes, en tout cas que l'ensemble de l'entreprise se mette d'accord sur comment est-ce qu'on utilise en bonne intelligence et en minimisant, en gérant en tout cas les risques qu'il peut y avoir. Et puis au-delà des ateliers de co-construction, il va convenir de lancer des projets pilotes, en tout cas des périmètres tests pour expérimenter l'utilisation de l'IA de manière modérée sur un service ou sur une fonction, un métier, et vous allez pouvoir ensuite évaluer l'impact que ça a pu avoir. Une autre étape très cruciale
alors que l'on a mis en 4, mais en réalité, elle intervient un petit peu en filigrane de toutes les autres étapes. C'est la communication et la communication continue. Donc il va falloir maintenir, le dialogue ouvert par des canaux d'échange pour communiquer en continu. C'est vraiment important que les collaborateurs puissent s'exprimer, quand ils le souhaitent sur ce sujet. Aussi en formant des ambassadeurs, qui seraient volontaires en interne, des genres de référents, intelligence artificielle pour porter les initiatives auprès des autres, et du reste de l'équipe. Et puis, il va falloir prévoir des réunions d'équipe pour diffuser l'information et la même information à tous, c'est très important. Mais aussi prévoir des points individuels pour suivre les collaborateurs de façon un petit peu plus spécifique, individuellement, et s'assurer de l'adhésion de chacun dans cette transformation. S'assurer, que vous n'avez perdu personne en route dans votre voyage, intelligence artificielle. Donc pour assurer cette étape, très cruciale, comme je vous le disais, on vous fournit ici une méthode qui permet de communiquer de manière complète et transparente auprès des collaborateurs, concernant un changement ou n'importe quel projet d'ailleurs. C'est en fait une méthode un petit peu checklist pour vérifier que vous ayez bien tous les ingrédients, toutes les étapes de communication, pour que votre projet il soit compris et accepté par les collaborateurs. Et donc ça passe par d'abord une étape de communication qu'on appelle mobilisatrice. Il va falloir venir expliquer le pourquoi du changement, de la transformation. Ça va permettre de montrer aux différents acteurs ce qu'ils ont à y gagner dans ce que vous leur annoncez ou proposez. Donc là, c'est voilà tous les avantages que, l'intégration, de l'intelligence artificielle dans notre quotidien peut prévoir. Ensuite, on va avoir une étape de communication explicative. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va expliquer le comment on va s'y prendre pour implémenter tout ça. Vous allez présenter la méthodologie et ça va permettre aux salariés d'appréhender la façon dont vous allez vous y prendre. Et ça va diminuer, bien sûr, les comportements de résistance. On va ensuite avoir une phase plutôt de communication sécurisante. Donc, on va rentrer davantage dans le détail. On va expliquer le processus qu'on va employer. Donc, ça va permettre de lutter contre les peurs. En fait, si chacun des acteurs perçoit exactement quelle étape du processus ou de la démarche les concerne, ça va aussi beaucoup tranquilliser vos équipes. Et enfin, il faut conclure par une communication gratifiante. Là, on va plutôt montrer le chemin parcouru, créer des signes de reconnaissance auprès des acteurs. L'idée ici, c'est de se dire, voilà tout ce qu'on a déjà parcouru ensemble et tous les chemins, tous les changements, pardon, par lesquels on est passé depuis qu'on travaille ensemble. Donc finalement, on va y aller ensemble et ça va bien se passer et ça va aller. Et enfin, on a l'étape de suivi et d'évaluation. Donc là, dans une logique d'amélioration continue, on vous préconise de réaliser ce qu'on appelle des retours d'expérience. C'est des sessions de feedback avec les équipes pour évaluer ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré et recueillir les idées des collaborateurs. On vous montrera un outil pour l'appliquer juste après. Vous allez aussi pouvoir mesurer l'impact, suivre les premiers résultats liés à l'intelligence artificielle. Vous allez aussi suivre l'engagement des collaborateurs. Est-ce qu'ils sont toujours partie prenante? Est-ce qu'ils sont toujours emballés par cette transformation? Est-ce que les processus sont plus efficaces? Est-ce que les équipes sont satisfaites de cette utilisation? Enfin voilà, vraiment, on mesure comment est-ce que dans la réalité ça se passe et comment on peut modifier ou rectifier le tir si besoin. Et en lien avec ça, bah, réaliser des plans d'action pour finalement améliorer l'avenir et l'utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien. L'outil dont je vous parlais, c'est celui-ci. Un outil donc qui va vous permettre de réaliser vos retours d'expérience. L'idée, c'est collectivement, lors d'un temps d'échange avec vos équipes, vous allez pouvoir venir inscrire sur cette roue ce qui fonctionne bien et ce qui est à garder tel quel, ce qui existe mais qui est à revoir parce que c'est pas efficace, c'est-à-dire qu'on va pas le retirer complètement, c'est nécessaire, mais comme ça fonctionne aujourd'hui, c'est pas idéal et il faut pouvoir rectifier un petit peu le tir comme je le disais tout à l'heure. En 3, ce qui existe, ce qui est positif et qui est justement à développer davantage, c'est-à-dire que ça fonctionne bien, il y en a pas assez aujourd'hui et il faut le développer, encore plus. Vous allez aussi identifier ce qui est bloquant, ce qui n'est pas du tout bénéfique et qui est à arrêter, c'est-à-dire que ça nuit à l'organisation et au bon déroulement, du travail des équipes, donc il faut pouvoir, le mettre de côté et ça, il faut arrêter. Et puis vous allez aussi être sur une phase, un petit peu de comment on appelle ça? De
d'idées, pardon, les nouvelles idées à tester, à intégrer. Vous allez solliciter les collaborateurs sur et vous, comment vous feriez, qu'est-ce que vous avez envie de tester, d'intégrer dans cette organisation et dans cette utilisation. Et enfin, toutes les idées, vous allez pouvoir les mettre dans un plan d'action et pouvoir actionner les actions que vous avez inscrites dans votre plan d'action. Voilà ce qu'on pouvait vous dire en tout cas sur la partie sur ce gros levier qui est impliquer l'humain. Mohamed, je te laisse conclure avant la phase de questions-réponses. Merci beaucoup, Aurélia. Effectivement, nous voyons ici la pluridisciplinarité, hein, et les différents sujets à aborder à la fois sur les trois aspects de données, de risques et aussi, donc surtout, d'impliquer l'humain. L'IA au service des collaborateurs et de l'innovation, en fait, il s'agit finalement, peut-être en synthèse, de trouver quel est le point d'équilibre pour vous, pour votre organisation, dans votre contexte. Nous sommes tous concernés, quels que soient les secteurs, quelles que soient les organisations, quels que soient les services au sein d'une organisation, nous sommes tous concernés. On a souhaité, lors de cette matinale, insister sur l'aspect humain à deux niveaux, peut-être, au niveau d'abord stratégique et puis au niveau aussi opérationnel. Alors, trouver le point d'équilibre, il s'agit, je dirais, de mettre en place donc un cadre qui favorise l'appropriation et le développement de l'intelligence artificielle adaptée à vos enjeux, à vos besoins. Et pour ça, il faut peut-être le prendre sous l'angle de l'innovation, je dirais, de l'innovation continue. On est sur un domaine qui concerne donc tous vos services, qui concerne tous les domaines fonctionnels, vos processus. Il va falloir donc prioriser, il va falloir donc identifier en fait les cas d'usage à fort impact. Il va falloir embarquer toutes vos parties prenantes, à commencer par vos collaborateurs, par vos clients, par vos partenaires. On a coutume de dire qu'on n'innove pas seul et que c'est bien tout un écosystème dans un domaine ciblé à fort impact qu'il faut bien entendu embarquer. Alors, on est aussi ici sur une particularité, c'est que l'IA, on l'a dit au début, est très évolutif. On est sur un contexte très évolutif, à la fois la technologie, mais aussi l'aspect réglementaire. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce qui va arriver dans 3 ans, même si on peut avoir des schémas prospectifs. Il est donc important de tracer les grandes lignes d'une innovation continue dans un mode certainement de lean startup. Donc, c'est en tout cas notre conseil et notre préconisation. Un autre point qui est important, il s'agit de la mesure et de valider les enseignements. Aurélia en a parlé sur l'aspect humain, mais on pourrait le dire aussi sur la partie data et sur la partie risque. Et on irait même un tout petit peu plus loin parce que mesurer en fait le succès d'un projet d'innovation prend ses propres méthodes. On n'évalue pas un projet d'innovation de la même façon qu'on va évaluer un projet, par exemple, d'aménagement d'une infrastructure, d'une usine, etc., ou quelque chose de très standard ou de très maîtrisé. L'innovation, il va y avoir d'autres paramètres qu'il faudra prendre en compte pour mesurer, pour favoriser cet engagement et pour aller de l'avant. Dernier point, justement, pour aller de l'avant, il faudra donc, sur la base des enseignements qui sont appris sur les premiers cas d'usage, de pouvoir enrichir les fonctionnalités, de pouvoir les enrichir au niveau des données, de pouvoir enrichir votre écosystème en interagissant avec vos clients, avec vos partenaires pour tester un certain nombre d'idées de façon à toujours embarquer et afin d'accélérer, bien sûr, avec tous les conseils apportés par Aurélia, à savoir accélérer sur ce qui marche très bien et puis adapter ce qui fonctionne moins bien. Voilà donc pour terminer sur cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Je crois qu'il y en a quelques-unes.
Alors, une première, plutôt sur la sécurisation des données. On a Cécile qui nous demande s'il faut utiliser des IA développées en interne pour se garantir de la sécurisation des données. Alors, je vais répondre à cette question et en même temps répondre à la question de Soufiane. Donc, en effet, le vrai problème avec les gros outils d'IA comme Gemini, ChatGPT ou encore Copilot de Microsoft, c'est qu'on n'a pas de garantie sur la sécurisation des données. Il n'y a pas de contrat légalement. Au contraire, c'est marqué quand on crée notre compte, il y a une petite case à cocher qui dit qu'on est d'accord pour que les données que l'on met soient réutilisées par d'autres utilisateurs et alimentent la base d'entraînement. Donc, effectivement, ce qui peut permettre de sécuriser les données d'une entreprise, c'est de tout développer en interne, ce qui fait que le modèle d'IA développé sera comme un logiciel et sera téléchargeable sur les PC de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, la seule manière d'avoir accès aux données de l'entreprise, c'est d'aller directement à la source. Ce seront les serveurs de l'entreprise, les données de l'entreprise au sein de l'entreprise. Quand on prend Gemini ou ChatGPT, là, on n'a pas du tout la main mise sur l'utilisation qui est faite de nos données. Ce ne sont pas les serveurs de l'entreprise. Donc, voilà, derrière, il y a un vrai problème. Et parce qu'il existe également une version payante ou une version entreprise qui, là, on nous promet que nos données sont en sécurité. Derrière, voilà, j'ai utilisé le mot promesse parce que ce n'est qu'une promesse. Derrière, il n'y a pas d'engagement de la part de l'entreprise sur le plan juridique. Donc, les données sont atteignables par d'autres personnes en attaquant les données de Gemini ou ChatGPT. Pour la deuxième question sur utiliser l'IA, mais quels sont les outils en fait, aujourd'hui, j'ai tendance à dire, il n'y a pas un outil, il y a des outils. Chaque outil est développé en fonction d'un besoin spécifique. Alors là, je parle d'IA générative sur la partie IA plus traditionnelle. Alors certains éditeurs promettent qu'ils ont mis de l'IA sur les ERP, qu'ils ont mis un peu d'IA dans leurs outils, sûrement. Et voilà. En fait, ce que je veux faire passer comme message ici, c'est qu'il n'y a pas un outil aujourd'hui qui permette de faire tout. C'est plusieurs outils. Je pense que ça va évoluer dans le temps, que demain, il y aura des outils qui seront beaucoup plus transverses, mais voilà, il n'y a pas un outil particulier. Peut-être pour compléter, Georges, oui, en fait, il y a une panoplie d'outils en fait sur le marché et tous les jours, ils s'en développent et tous les jours, on estime qu'il y a 50 papiers de recherche sur l'IA qui sortent. Donc oui, des outils d'IA, il y en a effectivement énormément sur le marché. D'où l'importance de bien comprendre son contexte, de bien comprendre ses priorités, de partir de son marché, de partir de ses enjeux propres pour définir ce dont on a besoin et vraiment pouvoir maîtriser, je dirais, cette IA au service de vos objectifs. On a une dernière question de Taoufik. En fait, aujourd'hui, on a plus de retours. Enfin, la question, pardon, c'est quels sont les premiers cas d'usage adoptés par les PME suite à l'émergence de l'IA générative? Y a-t-il eu des quick wins avec des ROI intéressants? Alors, on a plus de retours sur de l'IA traditionnelle, puisque c'est une technologie plus mature, puisque ça existe depuis longtemps. Après, on a rencontré donc, des sociétés qui nous avaient permis de faire c'était un des premiers slides. J'ai un cas en tête justement d'une société qui utilise l'IA générative pour faire une analyse des compétences des personnes et pour pouvoir trouver le meilleur poste possible pour la personne. Donc, il l'utilise aujourd'hui dans ce genre de situation. Après, je n'ai pas particulièrement d'autres idées. Oui, il y a d'autres cas d'usage. Effectivement, avoir le matching, par exemple, des compétences pour effectivement trouver le bon poste pour la personne, favoriser l'insertion professionnelle ou le développement de compétences.
Dans le domaine des systèmes d'information, on voit aussi que l'IA générative est utilisée notamment pour les codes, pour les corrections, pour effectivement un certain nombre de travaux qui, bien sûr, en mesurant ici les risques et les aspects de sécurité, ce qui d'ailleurs peut amener un autre aspect qui est l'aspect managérial des choses, parce que typiquement en environnement de développement, on a eu pour habitude de considérer les seniors comme effectivement des référents techniques. Et aujourd'hui, on peut voir des jeunes générations de développeurs qui arrivent avec donc cette connaissance de l'IA, qui peuvent être plus efficaces, en tout cas dans l'immédiat, que des personnes seniors. On a eu une startup qui nous a un dirigeant de startup qui nous a indiqué cela, et que pour lui, ça pouvait représenter la question de comment du coup de redonner du sens vraiment à ces développeurs seniors, et donc comment les embarquer justement dans l'utilisation de l'IA de façon à pouvoir aussi, bien entendu, capitaliser davantage sur leur expertise et leur seniorité. Vous voyez, ça touche donc l'ensemble vraiment des composantes. Il y a des cas d'usage sur la finance, des cas d'usage bien évidemment sur le volet commercial, génération de marketing, etc. Tous les univers sont concernés vraiment, et donc il faut utiliser des méthodes d'innovation pour pouvoir exploiter tout le potentiel et les opportunités qui sont offertes par cette technologie, mais qui ne vont faire que augmenter le potentiel de créativité et d'innovation qu'il y a au sein de chacune de vos entreprises. Merci à tous pour vos réponses. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On reste bien évidemment à vos dispositions pour échanger avec vous. Vous avez nos coordonnées dans la présentation qui est téléchargeable directement sur Webikeo. Et je précise que cette présentation sera bien évidemment disponible en replay. Il nous reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci Au revoir. beaucoup.